Bonsoir mesdames, messieurs, clients, amis et partenaires qui, pour la 8e édition, ont encore fait preuve de magie. Immense merci pour leurs prestations et leur générosité. Sans eux, la DP n'existerait pas. Nos collaborateurs, les partenaires et mes collaborateurs vous ont choisi en fait pour cette soirée. Il n'y avait pas de com avant. C'est pas les réseaux qui vous ont invité, c'est eux qui ont choisi. Donc je voulais vous féliciter. Ça veut dire qu'il y a un intérêt pour ce sujet. Il était une fois en 2017 la première DP avec Ronan Bourlec au Capitole, au théâtre du Capitole. 7 autres ont suivi, qu'on vous présente ici. Touami, Rachid, Alberto Alessi, Nora Felbon, Almuzara, Alain Passard l'année dernière. Chaque fois dans un lieu différent. Et cette année, on a choisi ce casino magnifique. Et d'une simple idée, celle de créer des moments et partager des émotions. En ce moment, ça fait du bien. Est né cet événement annuel autour du design, de l'architecture et de l'urbanisme, même si l'année passée, c'était un peu du design aussi, puisqu'il s'agissait de l'assiette. Au fond, c'est cette même idée qui réunit notre groupe d'entreprises de services, Odos Design, Trent Auto, I Love You, Kansei, TV et ce groupe. On vise en fait une certaine crédibilité qui met du temps à s'obtenir. Ce n'est pas faire des events pour faire des events, c'est faire du bien. Faire du bien. À vous et à nous. Merci à toutes les équipes pour votre investissement. C'est colossal le boulot qu'on a, mais on aime ça. Je me dis que nous avons juste de la chance d'avoir un peu de temps avec des femmes et des hommes remarquables. Mathieu, avec qui je viens de passer la journée, me disait « Mais comment vous faites pour réunir autant de gens autour du design ?» Je dis « Mathieu, c'est une bonne question. Tu sais, c'est un peu comme le design en fait. Si ça marche, c'est que ça répond à un besoin. Et manifestement, à Toulouse, il y avait un besoin. Un besoin de partage, un besoin de design et de beau, un besoin d'ouverture, un besoin d'inspiration. Je ne pense pas que ce soit vous, les Toulousains, qui allez me contredire. Je vous souhaite une très bonne soirée et en tout cas, bravo d'être tous ici ce soir. À chaque discussion privée, nous avons l'occasion de donner la parole à une personnalité pour ouvrir la soirée. Ça se fait, c'est bien d'ailleurs. Cette année, il est non seulement partenaire, ils sont non seulement partenaires et surtout, ils représentent l'humilité, la performance et le travail d'équipe. Et surtout parce que je les aime beaucoup, autant me faire plaisir. J'invite Fabien Gillot à me rejoindre. Fabien. Je t'en prie, tu peux prendre place. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sport et entreprise, sportif et entrepreneur, 2 univers, 2 profils avec énormément de similitudes, pour ne pas dire le même combat. Le souhait profond de grandir et d'écrire ce qui n'a jamais été fait. J'ai eu la chance de vivre le sport de haut niveau, de remporter la plus belle des médailles, le titre olympique. Aujourd'hui, j'ai la chance de continuer à vibrer à travers une autre forme de performance, mon entreprise, que je m'efforce de faire grandir, avec un rêve, réinventer le rôle du courtier en assurance. Pour cela, un associé, une équipe, avec une conviction profonde, rêver grand. Un rêve doit faire peur, car un rêve qui ne fait pas peur ne s'appelle pas un rêve. Une entreprise, tout comme dans le sport, c'est créer un blason, une institution qui doit être au-dessus des individualités, car seul le collectif permet d'accomplir de grandes choses. La motivation d'un individu permet de lancer une aventure,
mais c'est surtout la discipline d'un collectif qui permet d'atteindre cet objectif. L'intelligence collective au service d'une mission, la fierté d'appartenance comme moteur, la culture de la gagne comme religion, le souci du détail comme obsession. Innover pour progresser, innover pour continuer à exister, car reproduire ce qui était fait ne nous permettra plus d'avancer. Sur ce parcours initiatique, il y aura des échecs. Mais qui n'est jamais tombé? L'échec apporte l'expérience et l'expérience permet de gagner un jour. Le sport, comme l'entrepreneuriat, nous enseigne que ne pas échouer, c'est souvent ne pas avoir essayé d'atteindre l'étape supérieure. Et que la zone de confort est probablement le plus grand risque dans le sport, tout comme l'entrepreneuriat. Transmettre et être moteur de transition pour qu'un jour, une victoire traverse les décennies. C'est exactement ce qu'a réussi avec brio notre invité. Nous allons maintenant avoir la chance et le privilège d'échanger avec une personne qui crée, qui innove et qui fait briller la France. Sa carrière professionnelle ne s'arrête pas à la vasque olympique de Paris 2024, mais force est de constater que le rayonnement des Jeux olympiques fut aussi marqué par ces images incroyables de cette vasque olympique dans le ciel parisien. Stéphane, bravo pour l'organisation de ce moment inspirant qui nous est donné de vivre à Toulouse ce soir, ainsi qu'à tous les acteurs qui ont contribué à cette soirée. Mathieu, je suis admiratif de ton parcours et j'ai hâte de t'entendre. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une agréable soirée. Il y aura le missile, il y aura Fabien Gillot. Et Fabien qui est toujours devant. Allez les Français, ces garçons sont invincibles. Les Français ont réussi un exploit colossal. On va gagner. Allez, oui. C'est pas possible. C'est pas possible. Champion olympique pour 800e. Moi, je savais très bien qu'on avait déjà fait plein d'erreurs dans le passé. Je me suis moins concentré sur ma course individuelle et j'ai fait en sorte que les trois autres s'expriment à fond. En quelques centièmes de seconde, grande finale du 4x100 mètres nage libre messieurs. Champion olympique, c'est le Graal dont tout le monde rêve. Ryan Lochte contre Yannick Gagniel, 3 dixièmes d'écart. Allez Yannick, se venger d'il y a 4 ans et aller chercher la victoire. Ryan Lochte contre les Français, c'est fait, le jour de gloire est arrivé. Les Français, champions olympiques. Incroyable scénario. Moi, j'ai besoin d'être entouré. J'ai toujours cherché les groupes d'entraînement où il y avait de l'adversité et un petit peu cet esprit de famille, parce que je trouve que gagner des médailles, c'est sympa, mais si quand tu te retournes, il n'y a personne pour les partager, au final, la médaille, elle est un peu fade. La grande finale du 4x100 messieurs, la France qui va peut-être aller chercher le seul titre qui lui manque. Les Français, champions olympiques et champions du monde, miraculeux. Les Français ont réussi un exploit colossal, champions du monde. Depuis 2012, le relais 4x100 français a remporté toutes les compétitions internationales qu'il a disputées. Dénominateur commun de toutes ces victoires, Fabien Gillot. Il n'y a rien de plus beau que cet esprit d'équipe. Les Français champions du monde. Champions du monde. Lindo numéro 3, Fabien Gillot. Lindo numéro 4, Florent Manodou. Les pauvres sont lâchés, grande finale du 100 mètres nage libre. On a essayé de prévoir le scénario idéal et c'est ce qui s'est passé. Florent Manodou, champion d'Europe. Fabien Gillot, deuxième. Les Français viennent de rugir un doublé pour l'équipe de France. L'équipe de France, meilleure nation européenne dans ces championnats du monde. Champion d'Europe en titre. Champion olympique. À côté, humide, Fabien Gillot. C'est la première place, champion du monde. Ces garçons sont invincibles. Les Français ont réussi un exploit colossal.
Merci Fabien, merci Jules aussi, les partenaires. Parfois, vous me demandez comment je trouve mes invités. Ma mère n'en revient toujours pas de cet invité de ce soir. Je vais juste vous montrer comment ça s'est passé. C'était en novembre 23 sur Instagram. Voilà, maman, comment ça s'est passé. Sur le principe, vous avez remarqué qu'il était très réactif au début. On est en novembre 23, je pense qu'il le dira, mais c'est le moment où il a eu l'annonce, quoi. Hein, il est pas loin, donc moi je sais qu'à l'annonce, donc je me tente sur Instagram. Vous avez vu, il répond immédiatement. Et ensuite, il répond plus jusqu'au lendemain de la cérémonie. Je sais pas si vous avez remarqué, le dernier message, c'est le lendemain de la cérémonie. Et là, je lui ai dit, je suis fier qu'un French ait fait la vasque, quoi. Voilà, et donc c'est ce qui compte un peu pour nous. Hein, c'est ce qui a dû le toucher, j'espère. Et après, on a trouvé une solution. Et je peux vous assurer que pour avoir passé quelques moments avec lui, je regrette pas. Ça tombe bien, parce que sinon vous seriez tous partis maintenant. Ouais, on dit que c'est... Alors, il est le créateur qui a marqué l'histoire récente du design français et mondial. Il a imaginé des objets, des installations qui mêlent science, poésie et technologie. J'invite Mathieu Lehanner à nous rejoindre. Vous avez remarqué, j'ai pas mis la veste pour pas trop... Ouais, ça aurait été un peu... C'est ça. Tu t'es remis de ton gin tonic? Il y a du monde. Il m'a pris un gin tonic quand même. Oh, mais bon, enfin... T'es pas obligé de tout partager. C'est vrai, t'as raison. Alors, Mathieu, merci d'être là. La première question, elle est facile puisque tu l'as entendu là. Ma mère veut savoir pourquoi tu as dit oui pour venir à Toulouse. Est-ce que c'est parce Est-ce que c'est grâce aux Toulousains, en fait, que les Jeux Olympiques n'ont pas la même saveur? Peut-être que c'est ça aussi qui t'a influencé. Tu t'es dit Toulouse, c'est une destination sportive. Ou est-ce qu'il y a une autre raison? Non, je pense que la raison, c'est que d'abord, je réponds aux gens qui me parlent, en général. Et donc, tu m'envoies le message. Je crois que tu les as passés là juste avant que j'arrive. Et donc c'était clair, c'était précis, c'était sincère, et donc évidemment je te réponds. Et quand tu me dis 1500 personnes, je me dis mais moi de mémoire d'intervention ou de conférence à Paris, on n'a jamais réuni 1500 personnes. Merci. Là, on a vu donc des partenaires qui parlaient de magie. Alors, j'ai envie de te demander comment tu les as trouvés. Et tu les as trouvés. Et toi, la magie, pour toi, c'est quoi? Je les ai trouvés bons. Tout a été dit. J'ai entendu les mots d'émerveillement, j'ai entendu les mots de surprise, j'ai entendu les mots d'enfance, j'ai entendu les mots de sourire. Mais je crois que la meilleure définition, c'est le monsieur qui parle à la fin. Je crois que c'est là où il y a eu des rires. Parce qu'en fait, tout est dit. C'est-à-dire qu'en fait, il décrit, je sais pas si tu l'as vu le film, il est bien le film. Il décrit, je crois de mémoire, sa femme qui dort un peu ou qui est sur le point de se réveiller, et puis les rayons du soleil qui arrivent. Et donc il décrit une chose qui, alors tout n'a pas été calculé. Je pense qu'il n'a pas placé sa femme par rapport aux rayons du soleil, mais ça montre bien que c'est une combinaison de choses déjà. C'est des choses qu'il faut agencer. Et la meilleure définition, il ne la dit pas, mais c'est son œil qui l'a dit. Parce qu'au fur et à mesure où il parle, on voit l'œil qui se mouille un peu. Et donc, c'était parfait. Meilleure définition possible. Je te vois venir. Du coup, l'origine de ton histoire, en fait, qu'est-ce que Mathieu Lehanner,
7e enfant, je crois, d'une famille. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le déroulé? Est-ce que tu peux te présenter un peu à nous, parce qu'on ne te connaît pas? Le déroulé, alors si on prend du tout début, oui, je suis né en 1974. Il y a 51 ans, et je suis le dernier, c'est comme ça qu'on l'appelle. On a eu un champion olympique qui était premier, moi j'étais le dernier. Voilà, je suis arrivé dernier. Bon, voilà. J'arrive dernier de la famille, et donc dernier d'une fratrie de 7 personnes. Et cette personne, c'est compliqué parce qu'à la fois une famille comme ça vous donne des forces, et le groupe ça renforce, et à la fois le groupe ça dilue aussi. Hein. On le voit dans nos vies, hein, dans sa famille, dans son entreprise, dans son pays, dans sa ville, dans sa planète, etc. La quantité dilue. Et donc voilà, moi j'étais là, j'observais. Je parlais pas beaucoup, j'étais plutôt contemplatif. Et donc, de longues années, une enfance plutôt agréable et paisible en banlieue parisienne, et où j'observe le monde autour de moi. Et je fais pas partie de ces designers, créateurs, artistes, dont je lis parfois, ou j'entends parfois les interviews, où ils décrivent que depuis tout petit, ils fabriquent des tours, et puis ils seront architectes, ou ils fabriquent un truc, ils seront designers, ou ils dessinent et ils seront peintres ou dessinateurs. Moi, rien. J'ai pas dessiné, j'ai pas fabriqué, j'avais pas d'idée d'ailleurs particulière. Et donc c'est arrivé assez tardivement. Et c'est arrivé en fait en classe de seconde, première, où un peu par hasard, je tombe sur un livre de André Breton, qui est un grand poète, artiste, intellectuel, un des porteurs du mouvement surréaliste. Et donc je tombe sur ce livre et je vois ce monsieur André Breton entouré de ses amis qui étaient des grands artistes. Je vois qu'il a des collections, il a des objets africains, il a des choses. Et donc je vois ces images-là et je me dis mais moi je veux une vie comme ça. Je veux ça. Je veux être entouré de ces gens-là qui ont l'air brillants, qui ont l'air inspirés, qui ont l'air drôles. Je veux avoir ce type d'objets qui sont mélangés, qui viennent de partout, de toutes les époques. Je me dis, voilà, ça me plaît. Et donc je pousse les portes d'une école des Beaux-Arts en me disant, bah voilà, je vais peut-être devenir artiste. Je sais pas très bien ce que ça voulait dire. Et donc, quand vous êtes à l'école, assez vite, on vous donne des pinceaux, des crayons, de la terre, etc. Bon, pour passer assez vite à la pratique. Et là, je me rends compte, franchement, au bout de quelques mois, d'ailleurs, je vais quitter l'école après 6 mois, j'irai pas au bout. C'est que ça me va pas. C'est-à-dire que l'artiste doit avoir une forme d'autonomie quand même dans sa création. Il y a une solitude de l'artiste qui, même s'il aura des assistants un jour, mais qui doit faire avec son inspiration, avec ce qui lui vient, avec ses moyens, etc. Et il y avait un truc qui m'allait pas. J'avais envie de création, j'avais envie de ce type d'approche, mais j'avais envie d'être au milieu de quelque chose, au milieu d'un écosystème, au milieu d'une industrie, au milieu d'une société, au milieu de demandes, au milieu de contraintes, au milieu de possibilités, au milieu de et être effectivement devoir jouer de tout ça. Et donc on m'a dit mais ça c'est plutôt du design monsieur. J'ai dit je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. Et donc je suis rentré dans une école de design qui est l'ENSI les ateliers, qui est École nationale supérieure de création industrielle, qui est une grande école de design, qui est la seule école de design publique et nationale, et qui est une grande école qui a été créée dans les années 80, très peu de temps après que Mitterrand arrive au pouvoir, et qui forme vraiment des designers et des créateurs industriels, donc qui sont effectivement appelés plutôt à l'inverse d'un monde plus art déco, de se confronter à l'industrie, à la production en grande quantité. Voilà. Donc toute la formation, c'est ça, et qui va alterner et mixer de la pratique, qui va alterner de la philosophie, de la sociologie, de l'étude des matériaux, de l'histoire du design, de tout un tas de disciplines qui sont effectivement au cœur de ce métier-là, parce qu'effectivement, on manipule de la matière, que ce soit du verre, du métal, du tissu, de la mousse, mais qui s'adresse à des êtres humains, qui ne sont pas que des clients, qui ne sont pas que des patients, qui ne sont pas que des utilisateurs, qui sont une espèce un peu étrange, qui est faite d'un corps et d'un esprit, et où tout ça marche ensemble plus ou moins bien. Et donc tout ça, il faut arriver à le comprendre. Et il faut arriver à faire en sorte que la matière qu'on va façonner, modeler, qu'on en fasse un exemplaire ou 20 millions, peu importe, mais qu'elle s'adresse à cette personne-là.
Et donc il faut la comprendre, il faut l'étudier, il faut la contempler, il faut de l'empathie probablement, et essayer de voir comment une chose, parce qu'à la fin c'est une chose, hein, c'est quand même bon, la mousse, du tissu, les pieds, bon, c'est que des choses, et comment on fait que ces choses, on s'y attache, comment on fait que ces choses, on a l'impression qu'elles nous, peut-être pas qu'elles nous parlent, mais en tout cas qu'elles nous comprennent. En tout cas, on prend un plaisir à être avec. Donc mon métier, c'est de créer des relations, c'est de dessiner ce qui va se passer entre un être humain, toi, moi, vous, et un objet. Qu'est-ce qui fait que, je le vois? Qu'est-ce qui fait qu'il attire mon attention? Qu'est-ce qui fait que je le comprends? Mais qu'est-ce qui fait aussi que je ne le comprends pas tout à fait? Parce que si vous le comprenez tout de suite, ok, je sais ce que t'es, merci, passe à autre chose. Si vous le comprenez un petit peu, mais il a un petit peu de mystère ou un petit peu de magie, vous voulez en savoir plus, et donc vous commencez à le toucher, et puis vous commencez à vouloir l'avoir et à l'utiliser, etc. Donc voilà, mon métier, c'est cet entre-deux-là, c'est ce truc un peu bizarre que j'essaie de dessiner. Tu fais un stage également chez Roche, c'est ça? Oui, chez François Roche, l'architecte. François Roche, architecte. C'est quoi c'est quoi? C'est toi qui vas toc-toc un Exactement. jour Toujours dans le cadre de ta formation, là? On est avant l'ENSI? Non, c'est pas un stage. J'ai fini l'école. Donc, je sors de l'école en 2001. Avec un diplôme, mais sans contact, sans client, sans argent. Et donc, il faut que je trouve du travail, quoi. Et je n'ai pas envie à ce moment-là, et toujours pas aujourd'hui d'ailleurs, de travailler pour quelqu'un. J'ai assez vite la conscience, c'est un peu prétentieux, en tout cas j'ai le sentiment que c'est compliqué d'emmener une idée, qui est un dessin, qui est un truc un peu fragile, jusqu'aux mains de la personne qui va l'acheter, l'utiliser. C'est pas encore tout à fait clair pour moi, mais j'ai une formation, et donc je me dis, il va falloir que j'arrive à convaincre le chef de projet, qui devra convaincre la direction marketing, qui devra convaincre le CEO, qui devra convaincre ses distributeurs, qui devra convaincre son acheteur final, etc., etc. Je me dis, trop d'intermédiaires. Et donc je me dis déjà, je vais enlever le chef de projet et le directeur d'agence, et donc je vais déjà essayer de me rapprocher de l'utilisateur final. Donc je me dis, j'y vais comme ça, sans formation ou sans poste de salarié en sortant de l'école. Et donc on me dit, tiens, François Roche, un architecte très radical, très expérimental aussi, mais passionnant, ce qu'il est. Et on me dit, va le voir. Et donc, je vais pousser la porte, effectivement, je pousse la porte. Toc, toc. Et c'est un architecte incroyable, mais assez caractériel. Donc, c'est pas du tout les échanges d'Instagram qu'on a eus, tout à fait courtois, amical et empathique. C'est toc, toc. C'est quoi? Alors, je suis designer, j'en ai rien à foutre. Bam. Ok. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis finalement, il est venu me retrouver au café, et puis on a sympathisé, et puis on a fait quelques projets ensemble. Tu parles d'études, là, il me semble que on va rentrer dans un petit chapitre différent, mais en plus de tes études, je crois que tu fais des expériences, tu donnes ton corps au service médical, c'est ça? Non, alors d'abord, je ne donne pas mon corps au service médical. Désolé, j'ai un peu transformé. Non, là. Je sais pas s'il y a des... Non, je l'ai vendu. Enfin, je le vendais. Enfin, je le louais. Je le louais. Ah, ok. Je le louais. Ah ouais, merci pour la précision. Non, mais je suis resté 7 ans à l'école. Je suis resté 7 ans à l'école. En fait, il y a une raison, c'est que je rentrais d'abord pour passer 5 ans à l'école de design, et ils avaient mis en place un système où en fait tu pouvais prendre 6 mois sabbatiques lorsque tu avais besoin de gagner de l'argent, faire un travail, etc. Et moi, j'ai beaucoup abusé des congés sabbatiques. Donc, dès que l'école me disait vous devriez faire ça, et que ça me plaisait pas, je disais congé sabbatique. Et du coup, je faisais un peu ce que je voulais. Donc, à la fin, ça s'est rajouté. Donc, j'ai fait 7 ans. Il y a des enfants ce soir, t'es pas... Oui. Eh ben, suivez ce conseil-là. D'accord. Okay. Faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. Mais bien sûr. Ok. Bien sûr. Où est-ce que je voulais en... Oui, et donc je suis étudiant, c'est 7 ans, et j'ai pas d'argent. Et je me dis, quel est le moyen rapide, efficace pour gagner de l'argent, mais j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer. Et puis j'aimerais bien même pouvoir gagner de l'argent en continuant un peu à travailler et réfléchir. Et je me dis, mais je vais être cobaye. Je vais être cobaye pour le monde pharmaceutique. Et donc je l'ai fait. J'ai testé plusieurs fois, j'ai fait différents protocoles, parfois 3 jours, parfois 1 semaine. C'était payé 1 000 francs par jour à l'époque.
C'est un peu dangereux, hein, c'est un peu dangereux. Mais ça va. Ça va. Et donc c'est un truc très particulier. Je ne sais pas si certains d'entre vous qui l'ont fait. Tu peux nous en parler, ça nous intéresse. Ah ben en fait, vous arrivez. Il faut d'abord être en assez bonne forme. Je n'étais pas sportif ou quoi, mais bon, pas de problème en tout cas de santé. Et puis on vous fait toute une batterie de tests, savoir si vous êtes en gros dans la normalité. Et ensuite, vous allez sur un protocole, par exemple, de 4 jours, vous arrivez 2 jours avant qu'on vous donne la molécule, et là, on vous fait des prises de sang toutes les demi-heures ou tous les 3 quarts d'heure. On vous prend votre tension, on fait tout un tas d'analyses pour étudier votre corps avant la molécule, avant de tester. Parce qu'évidemment, en fait, ce moment du test, c'est le moment juste avant que le médicament soit autorisé à sortir sur le marché. C'est les dernières étapes. Et donc, vous avez ça, et puis arrive le moment, le jour J, où vous allez tester la molécule. Vous allez tester le médicament. Et donc là, c'est un moment assez particulier. Vous êtes dans votre lit, vous passez votre journée au lit. Vous avez des capteurs partout, ça bip, etc. Et là, il y a le médecin ou la médecin en chef qui arrive en blouse blanche, suivi de son équipe, qui décachette une enveloppe, qui met un gant, qui enlève qui sort une petite fiole en verre, qui la décachette aussi, qui prend un comprimé, qui vous la met dans la bouche, qui vous donne un verre d'eau, qui regarde si vous avez bien dégluti, qui vérifie le nombre de centilitres d'eau que vous avez bu, etc. Et là, batterie de test encore, pour voir en gros qu'est-ce qui se passe dans votre corps au moment de cette prise de molécule. Et là, je me dis, waouh, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'étais pas malade, je suis venu pour tester un médicament. J'étais en bonne santé, comme je l'ai rappelé. Mais c'est sûr que dès que vous êtes dans ce protocole-là, tout ça joue sur vous. Tout ça influe, évidemment. Et donc, j'y allais un peu la fleur au fusil en me disant oh, c'est pas si grave, c'est les derniers tests, franchement, il peut pas m'arriver grand-chose. Mais quand, effectivement, vous voyez le sérieux de la chose, le protocole, le médecin, les équipes, les gants, les machins, en fait, vous n'avez pas encore... C'est-à-dire que la molécule ne s'est même pas dissoute dans votre bouche encore, que vous commencez à dire oh, j'ai l'impression que j'ai mal au ventre, l'impression que ça tire là derrière, là. Oula, docteur, c'est pas bien, là, c'est pas bien, là, c'est pas bien. J'ai l'impression que ça est forte cette molécule là. Non, elle n'a pas agi encore, elle est encore dans votre bouche là. Donc, et tout ça, je me suis dit, c'était pas clair dans mon esprit, mais tout ça ressemblait aussi à du design. C'est-à-dire que tout ça, je me disais, ben oui, il y a une fonction qui est celle du principe actif, que là je vais tester, mais que on peut s'imaginer que le même médicament, je vais le tester plus tard chez moi, parce que j'aurai un traitement qui m'a été recommandé par mon médecin. Et je me disais, mais chez moi, j'aurais pas tout ça. Chez moi, j'aurais pas ce sentiment du sérieux, ce sentiment d'être accompagné, le sentiment de l'importance de ce que je suis en train de prendre, le sentiment de se dire, mais une molécule que je prends, un principe actif, c'est pas un truc anodin, même si c'est pour mon bien, pour soigner mon foie, mes amygdales, ce que vous voulez, et qu'il faut que je m'y prépare. Et donc, commencer à tourner dans ma tête l'idée de me dire, mais il y a un truc à faire sur ces médicaments. Je t'ai déjà écouté pendant 1h30 parler de santé. On va pas parler que de santé ce soir. Non. Par contre, on va en parler parce que c'est important. J'ai eu l'occasion dans une interview avec Jean-Paul Viguier, architecte, un des grands archis français, lorsqu'on a fait l'Oncopole. Il avait cité un titre, il disait l'architecture qui soigne. Quel est ton rapport du coup? Qu'est-ce qui t'est venu comme idée par rapport à tout ça? Parce que si on en a parlé, c'était justement pour introduire ce sujet qui a fait partie de ta découverte en tant que designer. En fait, comme j'étais du coup cobaye pendant mes études, je me dis pour mon diplôme, je vais travailler sur les médicaments. Et alors je savais que c'était un univers extrêmement compliqué, extrêmement régulé. Et donc je rencontre des médecins généralistes pour qu'ils me parlent de toute leur patientèle. Qui prend ces traitements, qui ne les prend pas? Est-ce que c'est dû au médicament lui-même? Est-ce que c'est dû à un âge? Est-ce que c'est dû à une culture? Donc je prends plein d'informations un peu confuses. En même temps, je vais rencontrer des laboratoires pharmaceutiques et des laboratoires qu'on appelle de galénique qui vont me dire n'importe quelle molécule ne peut pas passer par n'importe quel endroit du corps. Un antibiotique ne passera pas par la peau. Voilà. Donc ne dessinez pas, n'imaginez pas un antibiotique comme un patch. C'est mécaniquement impossible, la molécule est trop grosse, ne passe pas la barrière de la peau. Donc, prendre des informations très, très techniques avec lesquelles je voulais me confronter, et puis prendre la partie patient en bout de chaîne. Et en me disant, mais finalement, il faut qu'on repense le médicament, il faut qu'on dessine le médicament différent pour faire en sorte que le patient se sente
impliqué, pour qu'il comprenne, pour qu'on joue avec lui, pour qu'il fasse partie de l'histoire. Et aujourd'hui, tel que ça se passe, si tu prends un traitement, le message inconscient qui t'est envoyé, c'est que tu vas rien comprendre. Je vais soigner ton foie, mais toi, tu peux pas comprendre. J'ai fait des études, t'en as pas fait en médecine, d'accord. Donc tu prends le médicament, tu le prends matin et soir, pendant une semaine, n'essaie pas de comprendre, tu fais ce que je te dis. Et en fait, du coup, t'es pas dans l'histoire. C'est que, en gros, tu fais confiance, tu donnes ton corps et tu te débrouilles. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et on le sait, et les chiffres sont clairs, c'est qu'un médicament sur 2 n'est pas pris correctement. Non pas parce qu'il n'est pas efficace, mais parce qu'en bout de chaîne, il y a toi, il y a moi, il y a vous. Et on commence, on s'arrête, on en prend trop, on le prend pas du tout, on se dit non docteur, je fais pas d'ostéoporose, j'ai fait un jogging ce matin, je suis en pleine forme, je suis au taquet. Il dit ben non mais tu le sens pas, mais t'en fais quand même. Donc toutes ces choses que le monde scientifique a mis de côté parce que c'est compliqué, parce que c'est de la science molle, parce que c'est de la psychologie, parce que c'est du comportement, parce que c'est et que l'ingénieur en pharmacologie qui travaille sur le principe actif peut pas tout gérer en même temps. Et donc je me suis dit voilà, le design a un truc à jouer là-dedans. Et donc mon projet de diplôme, ça a pris la forme d'une dizaine de propositions de médicaments différents, antibiotiques, somnifères, traitements anti-asthmatiques, etc. Et en essayant de me concentrer toujours sur le patient, comment je dois dessiner ça. Je peux te parler de celui-là par exemple. Celui-là, c'est un antibiotique. Exemple très concret. Antibiotique, tu as le médecin qui t'a dit tu prends le traitement jusqu'au bout. Oui docteur, oui docteur. Et puis tu as tout le bruit de fond de la société qui dit attention, antibiotiques, faut pas en prendre trop, les molécules l'infection elle commence à muter, etc. Donc prends-le bien, ne prends pas du tout. Donc t'es au milieu, déjà c'est compliqué, message contradictoire. Et ce qui se passe dans la majorité des cas, c'est que tu arrêtes ton traitement au bout de 3-4 jours. Parce que tu te sens mieux. Donc tu te dis bah j'ai écouté un peu le docteur et j'ai écouté un peu la société. Et sauf que c'est la catastrophe parce qu'en fait du coup tu vas devoir quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard prendre un traitement plus fort. Parce que du coup, effectivement, les molécules, l'infection qui a résisté, elle va se repropager, etc., etc. Et donc là, je me dis, mais comment il faut dessiner le médicament pour emmener le patient du premier jour jusqu'au dernier jour? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un calendrier de l'Avent? Eh ben, c'est un très bon exemple. C'était une de mes inspirations. Calendrier de l'Avent. Donc je me dis, eh ben, on va jouer sur le temps. On va jouer sur le temps et on va faire en sorte que on va amener le patient du premier jour jusqu'au dernier. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui existe comme objet sur Terre qui joue un peu de ça? Et je me suis dit, calendrier de l'Avent. Ça. C'est pas grand-chose, ça. C'est du carton. Sauf que ça, pour ceux qui ont des enfants, ou qui en ont eu, c'est brillant. C'est-à-dire que les enfants, à partir du 1er décembre, ils disent, papa, c'est quand Noël? Noël, pas maintenant. Noël, c'est 25 décembre. 25 décembre, c'est quand ça? C'est 25 jours, c'est 25 dodo. Oh putain. Et donc, je sais pas qui a inventé le calendrier de l'Avent, mais qui te permet de voir et de sentir jour après jour. Et donc, premier jour, je sais pas où est le 1, tu ouvres ton truc, t'as un petit cadeau, t'as un petit mouton, t'as un petit sapin. Je l'ai mangé. T'as tout mangé. Bon, voilà. Merci. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est comment je donne un sens à l'attente. Et ça, c'est brillant parce que les enfants, le matin, ils se réveillent. Oh, j'ouvre mon petit truc. Et du coup, tu comprends. Le temps est segmenté. Tu le lis. Et donc, le principe de l'antibiotique, c'est ça. C'est que je fais une sorte un peu comme un oignon. C'est-à-dire que tu vas effeuiller une strate de médicaments par jour. Au début, il est un peu gros comme un abricot, comme ça, un peu sombre. Et puis, tu enlèves une strate de médicament qui aura la consistance d'une pâte d'amande. Tu la manges. Elle contient évidemment le principe actif. Du coup, le deuxième jour, le médicament est déjà un peu plus petit. Troisième jour, etc., etc. Et donc, le moment où tu as envie de t'arrêter parce que tu n'as plus de symptômes, tu vois qu'il reste finalement du médicament, donc il reste aussi un peu de l'infection inconsciemment, et du coup tu vas aller jusqu'au bout, jusqu'à la petite gélule blanche centrale qui va, elle, signer le Noël de ta guérison. Donc prévenez la fille. C'est chouette comme métier. Hein. Prévenez la fille au père, ça va finir à 1h du matin. Du coup, demain est un autre jour. Tu veux bien nous parler de ce concept, s'il te plaît, qui va nous toucher? Et ce sera le dernier, je suis obligé de changer de chapitre. Alors, un jour, je reçois un message, un peu, c'était pas par Instagram à l'époque, mais un peu comme ce que tu montrais quand nous on s'est rencontrés. Et c'est un mail d'un directeur de soins palliatifs, même directeur d'hôpital à Paris, grand hôpital parisien,
Et il me dit, voilà, on se rencontre, il me dit, j'ai un des meilleurs services de soins palliatifs de France. Il est historiquement ici, on a les traitements de pointe, on a une équipe top niveau, etc. Mais il me dit, voilà, j'ai mon service dans un bout du couloir, et à l'autre bout du couloir, il y a l'oncologie, le traitement du cancer. Et il me dit, c'est logique, c'est l'hôpital, mais je veux que ce qui se passe dans ce service de soins palliatifs soit très différent de l'oncologie. On n'est plus dans le curatif. Il y a plus d'objectif de guérison dans un service de soins palliatifs. Il y a un objectif d'accompagnement des patients. Physique, chimique, relationnel, sociabilisant, tout ce que vous voulez. Humain, évidemment. Et il me dit, voilà, vous êtes designer, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas s'il faut faire un truc dans l'entrée, je ne sais pas s'il faut faire une installation, je ne sais pas s'il faut refaire la déco, j'en sais rien. Mais il me dit, il faut amener un supplément d'âme pour les patients, évidemment, mais aussi pour les équipes, pour qui on peut facilement imaginer à quel point c'est compliqué d'opérer là, et sur le mode de relation avec leurs patients, et, élément très important, les familles. Parce que vous allez voir votre frère, votre mère, votre sœur, votre enfant, etc. dans un service de soins palliatifs. Et là, il me dit, par exemple, il me donne cet exemple, il me dit, c'est très compliqué de parler avec quelqu'un qui n'a pas de futur. On a tous un futur. Depuis notre premier jour, chaque jour est suivi d'un lendemain. Sauf un, qui est le dernier. Et on se rend compte, et je prenais conscience à ce moment-là, à quel point nous tous, on parle constamment du futur. Mais notre futur, c'est tout à l'heure, c'est demain, c'est le week-end prochain, c'est les vacances prochaines, c'est quand je serai à la retraite, c'est voilà. Mais en fait, on est une espèce qui projette constamment comme ça. Et quand vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas de futur par définition, en fait, les équipes me disaient, mais c'est très compliqué parce que ça ramène une espèce de lourdeur. De quoi puis-je parler? Mais donc les équipes disent, mais parle de la vie, parle de ce que tu as fait, parle de ce que tu faisais avant. Pareil. Et donc tout ça mis ensemble, je reviens quelques mois après voir ce chef de service, chef d'hôpital, et je lui dis voilà, je pense à un truc qui pourrait être bien. Et en fait, on a installé dans chacune des chambres du service, donc pour chaque chambre de patient, une sorte d'écran qui est un hublot un peu arrondi comme ça, voilà, qu'on voit ici un peu sur le côté, et qui va vous diffuser en permanence ce que sera le ciel du lendemain. Donc vous saurez toujours à quoi demain va ressembler, même votre dernier jour. Même dernier jour, je sais toujours à quoi demain va ressembler. Et on va laisser la possibilité au patient de choisir sous quel ciel il veut se connecter. C'est lui qui choisit. Et donc c'est lui qui choisit. En fait, avant qu'il arrive, on a mis en place un système, avant qu'il arrive, où est-ce que tu es né? Où est-ce que je suis né? Ouais. Sainte-Foy-la-Grande, 33. Enfin voilà, Sainte-Foy-la-Lande, l'équipe le sait parce qu'elle a ton état civil avant que tu arrives, et elle va connecter le ciel à Sainte-Foy-la-Lande. Tu vas arriver, tu vas t'installer, etc. Et puis à un moment, le premier jour, deuxième jour, peu importe, tu vas poser la question, mais qu'est-ce que c'est? On explique le système. C'est une pièce connectée au plus grand site météo du monde qui capte l'information en temps réel et qui vous diffuse le ciel du lendemain en n'importe quel point. On vous a mis votre ciel de naissance, mais si vous voulez un autre ciel, là où vit votre fille à Canberra ou là où vit votre fils à Marseille, c'est comme vous voulez. Et donc, j'ai juste ramené une sorte de fenêtre supplémentaire, sauf qu'elle n'est pas ouverte, comme ta fenêtre et la mienne, sur ici et maintenant, mais celle-là, elle est sur demain et où tu veux. Donc ça, l'ensemble des objets que tu as fait s'appelle l'opération Therapeutics Object, c'est ça? Les médicaments s'appelaient objets thérapeutiques, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça t'a donné un petit accès pas mal au moment. Oui, alors donc moi je sors de l'école en 2001 avec ce diplôme. Je commence par pousser la porte de tous les laboratoires pharmaceutiques en disant mais j'ai l'idée qu'il vous faut. Et ils me répondent tous c'est super. Vous avez absolument raison. On est tout à fait d'accord. Mais quel est notre intérêt? Ça avait le mérite de l'honnêteté. Et où effectivement, ils disaient, ben, nous, on sort un médicament, on a le monopole, donc on est tranquille. Mais 2 ans après, je reçois un message, j'ai cru que c'était un canular, du musée d'art moderne de New York, le fameux MoMA, et qui me dit, voilà, nous avons découvert votre projet Therapeutic Object,
et il nous intéresse et nous voudrions l'acquérir pour la collection permanente du MoMA. J'ai dit, c'est pas marrant les blagues, là, Sébastien, ça va, là, tu saoules. Voilà. Mais c'était pas une blague, c'était vrai. Et donc ce projet d'étudiant, aussi naïf soit-il, même si moi je continue à y croire et j'y croirai jusqu'à mon dernier jour en soins palliatifs, aujourd'hui il est dans les archives du MoMA, enfin même exposé d'ailleurs. Bravo. Donc, nous avons, on va passer sur un autre petit sujet qui s'appelle la nature, le végétal. Est-ce que c'est le végétal et la nature nourrissent ton processus de création? Est-ce que ta manière de penser le design aujourd'hui est influencée par la nature et comment tu fonctionnes par rapport à ça? Oui, c'est de fait influencé par la nature, mais pas de façon, pour le coup, pas de façon contemplative. Pas de façon, la nature est belle et du coup, je vais essayer de la reproduire pour ce qu'elle est, comme un hommage à la nature. La nature n'a pas besoin de moi pour lui rendre hommage. Elle est bien assez forte. Donc, elle m'intéresse sous deux aspects. Elle m'intéresse pour... On parlait des principes actifs. Les premiers principes actifs viennent de la nature. Et encore beaucoup aujourd'hui. Donc, elle m'intéresse pour sa capacité à la fois poétique et fonctionnelle, parce qu'elle est capable de résoudre des choses. J'avais développé un projet de purificateur d'air avec une plante, et donc c'était par les effets conjugués de la plante et d'un système de ventilation que tu faisais baisser la pollution intérieure. C'était lequel celui-là? Local River? Andrea. Andrea. Je sais pas si on l'a en image, mais et elle m'intéresse pour sa dimension, et on introduisait la conversation avec ça, sur cette dimension magique. J'ai fait plusieurs projets où j'essaye d'arrêter la nature. C'est-à-dire que j'essaye en repartant de mouvements liquides et en essayant de les figer dans la pierre, en reproduisant de façon numérique un feu et en le figeant dans le bronze. Donc, ils sont des recherches plus artistiques et pas toujours, mais en tout cas en jouant de tous ces paramètres-là. Liquid marble, par exemple. Non, oui, ça absolument. On a un liquid marble là pour montrer, s'il vous plaît. C'est intéressant que tu nous décrives ce sujet. Liquid marble, c'est vraiment c'était l'idée pour moi. Je sais pas si on l'a en image. C'était en fait, étant enfant, je vous disais que j'avais été un peu contemplatif. J'ai passé, alors ça c'est Andrea, ça c'est l'objet qui purifie toujours l'air à travers l'efficacité de la plante. Donc c'est un projet qui a été développé à partir des brevets de la NASA. Ça c'est ma fille qui teste. J'étais cobaye, je lui ai dit petite, tu vas être cobaye aussi. Pof, voilà. Là. Et non, parce que on a eu un Best Invention Award d'un grand magazine scientifique américain, parce qu'en fait ça permettait et ça permet en forçant l'air, en un système de ventilation intérieure, on fait forcer l'air à traverser la plante au niveau de ses racines, au niveau de la terre. Là où si vous avez la bonne plante dans un pot chez vous, l'air qui n'est pas idiot va jamais de son plein gré dire tiens, et si j'allais traverser la terre là? Donc il faut le forcer à le faire. Et il faut le forcer à le faire parce qu'en fait c'est dans la terre que vous avez une sorte d'écosystème qui va être une sorte de glouton de ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, donc qui vont casser les molécules qui sont aujourd'hui, on le sait, extrêmement toxiques. C'est pour ça qu'on sait aujourd'hui que l'air intérieur est plus toxique que l'air extérieur pour ces raisons-là. Donc le projet permet ça. Et un projet comme Liquid Marble, c'est une approche effectivement un peu plus différente, un peu plus artistique. Et où là, ça part aussi de technique, ça part aussi de science, parce qu'en fait, je cherchais, oui, c'est là que je voulais en venir, c'est que étant enfant contemplatif, j'ai passé beaucoup de temps à regarder la mer, parce que quand vous avez 7 personnes à la maison, ça fait du bruit, et donc dès que vous pouvez vous tirer, et vous allez voir la mer, l'eau, la Garonne, ce que vous voulez. Et ça apaise, quoi. Moi, ça me fait du bien. Et donc, étant devenu adulte, je me disais, mais je me rappelais des moments d'enfance où je me disais, mais en fait, c'est le seul endroit où je me disais à chaque fois, je suis au bon endroit au bon moment. Je veux pas être ailleurs. Voilà. Face à la mer, je veux pas être ailleurs. Ça me va. Et donc, je m'étais dit, mais est-ce qu'on peut retrouver ça, cette quiétude, cette puissance-là, avec une autre matière que de l'eau? Et donc, on a travaillé avec des logiciels informatiques un peu compliqués,
mais pour nous permettre en fait de reproduire, je dirais, l'équation liquide, donc avoir les véritables mouvements de l'eau. Donc en fait, vous dessinez pas chaque vague, vous envoyez des courants, nord, nord-sud, avec une brise marine, tout ça dans l'ordinateur évidemment, et vous figez un moment l'instant, et ensuite on va faire sculpter numériquement les blocs de marbre. Et donc, qui crée comme ça des installations reproduisant exactement. C'est une vraie installation, ça. C'est une vraie installation, absolument. Ouais, ouais. Et là, c'est un marbre vert du Guatemala, qui a été installé. C'est une pièce qui a été installée dans un château de la Loire. Et donc là, j'avais choisi un marbre qui soit le plus proche possible de la teinte de la Loire qui était en contrebas pour faire comme si, comme si c'est l'eau qui remontait comme ça à la surface, à l'intérieur des écuries. Autre projet, ouais. Local River, est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là, s'il te plaît? Local River, c'est un. Je suis à ce moment-là, je fais un petit passage par les États-Unis, je sais plus pourquoi, peut-être c'était au moment du MoMA, et je vois devant pas mal de cafés et de restaurants eat local, manger local. J'avais jamais vu ça nulle part, et je me renseigne un peu sur le truc, et je découvre qu'il y a un mouvement qui était encore balbutiant, qui s'appelait les locavores. Et les locavores avaient décidé, pour des raisons de santé alimentaire, mais aussi d'empreinte carbone évidente, de se nourrir uniquement de produits dans un périmètre de 100 miles. Ça veut dire que tu te nourris évidemment de produits de la saison, mais aussi dans un périmètre réduit pour limiter évidemment les transports. Et donc, je me dis intellectuellement, c'est intéressant, c'est radical, c'est culotté, on comprend pourquoi. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Et donc, comme j'aime bien expérimenter, je me dis, mais d'où vient ce 100 miles? Est-ce qu'on pourrait réduire ce 100 miles à 1 mile, voire à 1 mètre? Jusqu'où on peut réduire ce périmètre-là? Et donc, je me dis, mais en fait, est-ce qu'on pourrait pas avoir directement chez soi une sorte de garde-manger qui me donne à la fois du poisson, et puis des tomates, et puis des herbes, et est-ce que je pourrais pas avoir une sorte d'écosystème vivant chez moi, comme un morceau de rivière, comme un morceau de Garonne, où finalement j'aurais pris une scie, un peu comme les dessins animés, comme ça tu et puis tu ramènes ton morceau de Garonne chez toi. Et du coup, bah, si qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oh, écoute, on va pêcher là, on va prendre le poisson, on va l'agrémenter de quelques trucs et on va le faire cuire. Et donc, c'est un projet qui a pas eu beaucoup de succès commercial. Je sais pas, ça a pas pris. Je suis pas sûr que beaucoup de gens chez vous et un Local River. Donc on l'a mis dans des galeries pour le montrer comme ça. Non, mais parce que mais c'est intéressant. Donc on fait un vernissage dans une galerie importante de New York, et un écosystème c'est très compliqué. Faire un écosystème c'est très compliqué. Je l'avais déjà découvert avec Andrea. Faire vivre et maîtriser la vie d'un élément animal ou végétal qui est une sorte d'autosuffisance, c'est extrêmement complexe. C'est des équilibres extrêmement complexes. Et donc là, on avait le système, c'est le système qu'on appelle l'aquaponie, où en fait les poissons salissent l'eau par leur déjection, et l'eau du coup se charge de nitrate et va alimenter les plantes qui sont au-dessus, qui sont du coup ravies parce que c'est très riche en nitrate, et donc elles poussent plus vite, et quand ça les traverse, l'eau est filtrée et retourne aux poissons propres. Sur le papier, c'est top. Et donc on installe le truc. Et puis je suis dans l'expo 2 heures avant le vernissage, et ou le matin même, je dis c'est quand même mieux si on met plus de poissons, ça aura plus d'impact visuel comme ça. Et donc on va au marché chinois juste en bas, parce que les Chinois ils sont plus brillants que nous, c'est que les Chinois ils vous vendent le poisson vivant. Donc vous choisissez le poisson vivant dans un étal de marché chinois. Donc vous dites non, celui-là je le prends pas là, celui qui nage sur le côté là je prends pas. Je vais prendre celui-là qui est très très vigoureux. Et donc on fait notre marché et on ramène. Et donc le vernissage vraiment commençait, c'est les premiers visiteurs. Et je vois, il y a un mec qui se met devant Local River, là, donc grands aquariums avec les poissons, voilà, ça. Il se met devant comme ça, et il me dit, je lui explique le système, il dit, non, mais j'ai compris, l'aquaponie, bah, c'est parfait, c'est brillant. Je pense que dans l'équilibre, il y a trop de poissons. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des minutes, on voyait l'eau des poissons, je pense que là que la photo a été prise, qui devenait de plus en plus trouble. C'est que les plantes, elles n'avaient pas le temps de filtrer le truc. Tu vois, les poissons dégueulasses, ils chient tout le temps. Tu vois, arrêtez de nous filer de la merde. Tu vois. Et donc, je lui dis, je crois que vous avez raison. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, il faut enlever des poissons. Et je dis, non, parce que là, les visiteurs arrivent. Et il dit, vous avez un sac plastique? Et donc, on lui trouve un sac plastique.
il prend son sac plastique, mais comment on ramasserait une crotte, tu vois, tu mets ta main dans le sac plastique comme ça, et il prend des poissons, il ferme le sac plastique et il dit bah, je vais aller les manger ce soir, merci beaucoup. Et donc, ça a été le seul client de Local River. Ça a fini au moment où... Ça a fini, moi j'en ai mis un chez moi, puis ma femme a dit au bout d'un moment, non mais, il y avait une chose assez belle, c'est qu'effectivement, mais j'avais pas pensé à ça, enfin si, je m'en doutais un peu, mais, bah, c'est qu'une fois que t'as un poisson et que t'as un être vivant avec toi, bah en fait tu t'y attaches. C'est vachement compliqué de le buter. Voilà. C'est con, hein, mais, voilà. En fait, faut pas vivre avec les animaux qu'on va manger. En fait, je comptais parler de l'échec, mais enfin, il n'y a pas d'échec. En fait, il n'y a jamais d'échec finalement. Il n'y a pas de... Bah, si tu apprends à chaque fois, tu... Non, il n'y a pas d'échec. Commercialement, parfois, il y en a. Mais je zappe la question réfléchie en plus. De l'échec? Ouais. On passe au design vertical. La verticalité, c'est pas une question de hauteur. C'est une question... Pas que. Voilà, c'est une manière de passer, de penser l'espace, d'organiser les flux, de repenser notre relation à l'objet. Toi, ta verticalité à toi, quelle est ton approche par rapport à ça? Parce que parfois, lorsqu'on a demandé, tu sais, lorsque j'ai su que tu allais venir, ma mère était contente, hein, je le redis, j'ai dit, je faisais un pitch, tu vois, et je disais, est-ce que vous aimez le sport? Est-ce que vous aimez les Jeux Olympiques? Donc c'est un rapport avec le design des Jeux Olympiques. Donc le premier qui revenait, c'était celui qui avait fait le spectacle, tu vois. Voilà, donc c'était pas toi, mauvaise pioche. Le deuxième, c'est celui qui avait fait le cheval, tu sais. Ouais. Voilà. Donc je me disais, mais je peux me casser, hein, si tu veux. Ouais, voilà. Comme ils étaient pas dispo, si tu veux, j'étais prêt à toi, quoi. Il y a qu'un couillon qui répond aux messages sur Instagram. Ça a le mérite d'être clair. Hein. C'est ça. Voilà. Du coup, voilà, je sais plus ce que je voulais dire finalement. La verticalité. La verticalité. Donc, du coup, toi, ouais, voilà, c'est en fait, j'ai un pote j'ai des potes de Lille, de Bordeaux qui sont venus, et un pote qui m'a dit, c'est quoi la différence entre un architecte, un designer, un artiste, en fait, tu vois, là, on va rentrer dans la verticalité, on attaque un autre sujet, hein, d'autres sujets, des concept stores, des lieux. C'est comment tu te positionnes, toi, aujourd'hui, là-dessus? Moi, quand il y a marqué designer, architecte d'intérieur, parce qu'il y a plein d'archis ici aujourd'hui. Ah non, j'écris que designer. J'écris que designer parce que personne ne sait ce que ça veut dire. D'accord. Ça permet de faire à peu près ce qu'on veut. Des aquariums qui marchent pas, des trucs qui filtrent l'air, des ballons. Le designer, c'est celui qui fait tout ce qui marche pas, c'est ça? Le designer, c'est celui qui fait tout ce qui rentre pas dans les cases. Non, mais moi je me souviens, étant étudiant, j'assistais il y avait beaucoup de gens très très brillants dans l'école que j'ai fait, et donc je me souviens, j'arrivais là et il y avait des sortes de joutes verbales très très de haute volée entre des professeurs et des étudiants sur mais qu'est-ce que c'est que le design? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça termine? Quel est le paradigme de la fonctionnalité dans un monde post-industriel? Et c'était brillant, mais je me disais, on s'en fout. Et deux, il faut surtout pas répondre à la question. C'était quoi la question? C'est-à-dire qu'il y a qu'est-ce que le design? Quel est le paradigme? Non, c'est que on a la chance de faire un métier que personne n'est vraiment foutu de définir. Donc c'est une chance énorme. Énorme. On entend constamment en France, arrêtez de nous foutre dans des cases, arrêtez de nous foutre dans des cases. Nous, on a un métier, il n'y a pas de cases. Voilà. Donc ça, c'est une chance absolument incroyable. Il y a pas que dans le design, donc il n'y a pas de cases. Bon, c'est juste une petite parenthèse. C'est vrai. Donc voilà. Donc après, pour répondre à ta question sur la verticalité, moi, la verticalité, pour moi, je la mets en place dans la façon dont on travaille aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille à peu près plus pour un éditeur ou pour une marque pour dessiner un truc. En tout cas, je ne le fais plus si je peux faire la chose moi-même. Je te donne un exemple. Ça, c'est quoi? C'est BNB, ça? BNB. Ça va, fais pas le mec qui sait pas. BNB.
Patricia Urquiola, c'est une Absolument. femme, respecte. Absolument, non, mais aucun manque de respect, loin de là, j'adore ce truc. Puis je suis bien d'ailleurs. Voilà. Il est à vendre si tu veux. Bon, parfait, je le prends. C'est quoi la vie d'un produit comme ça? Vous êtes chez vous, vous voulez dessiner un truc pour Cassina, BNB ou un autre, et puis vous allez dessiner des trucs et les renvoyer. Ça marche pas toujours, parfois ça peut marcher. Bon, soit vous attendez effectivement que le BNB ou Cassina vous appelle en disant on aimerait bien dessiner un canapé avec vous. Et donc vous allez dessiner la chose le mieux possible. Et ensuite, vous allez devoir vous confronter et vous allez devoir faire beaucoup de compromis et parfois des arbitrages qui vont être mauvais pour le produit final, pour des raisons budgétaires, économiques, productives, etc. Et parfois on perd la magie. Et moi, je l'ai vécu sur des expériences où parfois, il y a un millimètre qui a changé. Un tout petit truc qui a changé parce que c'était plus simple à démouler. Je peux l'entendre, hein, les choses sont absolument claires et rationnelles à expliquer. Sauf que, et donc on aurait pu le faire, mais ça nous aurait coûté un peu plus cher. Sauf que là, la petite modification, on a perdu quelque chose. On a perdu un truc. On a perdu les larmes du monsieur qui raconte, là, tout à l'heure, en introduction, la magie de ce moment où il y a pile la lumière qui rentre et qui caresse la nuque de sa femme. Donc, on joue sur c'est des paramètres qui sont parfois infimes. Donc, parfois, on met toujours beaucoup de temps, d'énergie, de soi, ses équipes, etc., pour développer quelque chose. Et si à la fin, pour une mauvaise raison, un mauvais arbitrage, on a abîmé, on peut tout perdre. Et donc, à un moment, j'ai dit stop. C'est que ensuite, s'il faut faire un canapé, on va le faire comme on pense qu'il faut le faire, avec les gens. On va choisir les gens qui vont le fabriquer, on va choisir la mousse qu'on veut, on va choisir le tissu qu'on veut. Ça va être compliqué, ça va être long, on a moins d'expérience, etc. Mais ça va prendre plus de temps. Mais on sait à la fin exactement ce qu'on va livrer. Messieurs, dames, pour ceux qui étaient là l'année dernière, nous avons Alain Passard du design. Je dis ça parce que Alain, il a ses jardins, il est autonome et donc visiblement tu es un entrepreneur, quoi. Oui, en tout cas, enfin c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour me sentir libre. Mais je crois aussi que stratégiquement on n'est plus dans les 30 glorieuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près tous une table, 4 chaises, une lampe chez soi. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va acheter aujourd'hui, vouloir aujourd'hui, si je prends ce canapé-là, il va remplacer un autre canapé que j'avais. Celui-là est mieux, il est plus confortable, il est plus beau, il m'envoie des meilleures ondes, ce que tu veux. Il va remplacer. Mais j'avais déjà ce qu'il me fallait pour m'asseoir. Donc l'acte de vouloir l'avoir joue sur d'autres paramètres. Irrationnels, magiques, affectifs, tout un tas de paramètres qui sont en général plus psychologiques que purement ergonomiques. Et le fait de verticaliser, et je le vois chez mes clients, c'est que tu es le mieux placé pour raconter l'histoire. Parce que c'est toi qui as envoyé les premiers coups de crayon, les premières idées, les trucs. Et donc le client final discute avec la source. Et donc ça, on a tous fait l'expérience. On préfère acheter une baguette en discutant avec celui qui l'a, j'allais dire, je n'ai plus le terme, le plus verbe, mais voilà, pétri, merci, pétri, celui qui l'a pétri, plutôt qu'un commercial de chez Banette qui vous la vend, pour une raison, voilà. Donc je verticalise aussi pour ça. Bon, j'annonce à mes commerciaux de Trent Auto et Odos qu'on est tous au chômage. De toute façon, je les ai tous embauchés, ils viennent tous sur moi. Ok. Voilà, c'est réglé. Donc juste la factory, hein, puisque j'ai la chance de te voir là-bas. Donc c'est l'illustration de tout ça. C'est un exactement. Lieu... C'est un lieu qui fait 800 mètres carrés, qui est proche de Paris, qui est à Ivry-sur-Seine, et dans lequel on a nos bureaux. On a une partie un peu plus exposition showroom, et puis on a l'atelier, et où on va recevoir tous les composants mécaniques, verre, fonderie, tissu, etc. Qu'on va recevoir et assembler directement chez nous. On met en caisse et on livre chez nos clients. Là, on te voit travailler, c'est là ? C'est juste une mise en scène. Hein. T'as déjà vu un mec dans l'atelier avec une veste ? Il y a longtemps que t'as pas été à l'atelier, toi. Ah, je suis désolé. On peut faire du showbiz.
Hein, Oui. tu peux te recycler. Bon, là, on rentre dans le sérieux un peu, s'il te plaît. Pardon. J'ai appelé ça, je m'aperçois en fait que c'est un peu bizarre, j'ai appelé ça transdesign. C'est un peu bizarre. Transdesign, ok. Alors, le design ne se limite pas à répondre à des besoins pratiques, il peut aussi provoquer des émotions, élever l'esprit et inviter à la réflexion. Tu en as parlé. Comment la notion de transcendance influence-t-elle tes choix de forme, de matériaux, de concepts? La fonction pour atteindre quelque chose de plus universel ou poétique. Quelle est ta vision de ça? Parce que on a quand même une petite surprise à te faire, qui sera sympa, mais je préférais quand même que tu commences à introduire le sujet de la transcendance. En fait, c'est simple. Parce que si on se dit on va faire une conférence sur la transcendance, j'ai peur que les gens partent. Mais ouais, ils sont pas loin d'ailleurs. Mais c'est assez simple. Enfin, pour moi, c'est assez simple. Je suis absolument convaincu que ce que nous sommes tous, profondément, nos pulsions, nos instincts, nos peurs, nos envies de transcendance, nos besoins primaires, secondaires, je pense qu'ils n'ont pas changé d'un poil depuis la caverne. Pas d'un poil, pas d'un poil. Le besoin, effectivement, de sentir que j'ai ma famille, que j'en prends soin, si je vais peindre un mammouth avec un pinceau pour faire de l'art pariétal dans ma grotte, c'est pas pour la déco en me disant je pense que ça va être joli avec la pierre là, c'est joli ce qui se passe là. Non, c'est la transcendance, c'est comment j'essaie d'apprivoiser une nature qui me bouleverse et qui est plus puissante que moi et qui peut me buter demain matin. En tout cas, je pense que tout ce qui nous constituait, c'est la même chose aujourd'hui. Donc, ça pour moi, ça ne bouge pas. Et donc, on a tous une espèce de noyau qui est encore une fois celui de notre espèce et qui est constitué de tout ça. Transcendance en fait partie. Et ensuite, pour les projets, toucher ce noyau-là, c'est le seul truc qui m'intéresse. Après, effectivement, il faut que je trouve une façon que ce soit doux pour les fesses, doux pour le... Ok, mais ensuite, ça va être des moyens. Mais le but premier, c'est de toucher ce noyau-là. Et moi, quand je travaille, que je réfléchis sur un projet, je sais pas, je pense que 80% du projet se fait sans feuille, sans crayon, sans dessin, sans ordi, en essayant d'imaginer. On parlait du projet pour les soins palliatifs. Je vais pas prendre une feuille et un crayon en me disant qu'est-ce que je pourrais faire de joli, comme courbe, qui serait belle dans la chambre. Ben, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Mais je me dis, attends, je vais me mettre à la place du patient, je vais me mettre à la place de la mère qui rentre et qui va aller voir son fils. Qu'est-ce qui peut se passer dans un moment aussi tragique? Voilà. Essayez de jouer de ça. Et ce qui est vrai dans le service palliatif, c'est vrai dans tous les domaines. Je m'arrête? Et si on te posait la question, et si ça se passait ton processus dans une église? Bonjour Mathieu, c'est un vieux curé de Saint-Hilaire-de-Melle qui, malgré ses 93 ans, essaie de vous joindre pour un salut fraternel. Depuis le jour où, avec une commande publique, c'est rare pour une église communale, vous avez été choisi comme designer pour rénover un chœur dans une église romane. Et vous êtes descendu dans l'église, il y a beaucoup de marches, et vous vous êtes dit, oh, je dois non pas faire un sol dans une église déjà existante, je vais retrouver le sol fondamental pour lequel on a fait l'église. Vous avez toujours des intuitions comme celle-là. Et à partir de là, il y a eu différentes rencontres, beaucoup, avec les monuments historiques, avec les autorités religieuses, un cahier des contraintes respecté, avec refaire sa copie, passer du noir au blanc parce que le cœur est trop sombre, etc. Et on a travaillé ensemble plusieurs années, 3 ans je crois. Andrea devait avoir entre 3 et 5 ans à l'époque, pour les commissions de monuments historiques au plan national, commission des délégués aux arts plastiques au plan national, et toujours, vous avez présenté les choses avec clarté, insistance, et finalement, le projet a abouti pour la plus grande joie de tous. Et j'étais heureux le jour de la consécration de l'hôtel, quand l'évêque de Poitiers vous a pris à ses côtés pour dire l'importance que vous avez eue dans l'établissement de ce nouveau chœur qui fait
la joie de la plupart des visiteurs. On était passé du coriandre, mais comme sol, le coriandre c'était un matériau blanc, un peu comme les lavabos, mais ça devait gonfler à la chaleur de 9 cm sur la surface voulue, et ça aurait touché les piliers romans. Bon, on est passé au marbre de Namibie, sans aucune veine, et qui est déposé marche après marche, centimètre après centimètre, avec un bureau d'études que je félicite aussi. Voilà notre longue collaboration, Mathieu. J'en suis très heureux et je suis bien sûr ce qui s'est passé pour les Jeux Olympiques et la suite, comme j'aimerais retravailler avec vous, malgré mes 93 ans et la moitié aveugle des MLA. Mais toujours debout. Salut et fraternité, Mathieu. Alors là, tu m'as eu. C'est la surprise de ta C'est Dieu collaboratrice. qui m'a parlé. J'ai beaucoup insisté pour qu'elle obtienne ça. Il aurait aimé être en visio avec nous, mais ça marche pas bien. Puis c'était un peu tard pour lui. Voilà, donc il a tenu à faire cet hommage-là. Est-ce que Merci. tu peux nous parler de ce projet en images, parce que c'est remarquable? Ce projet, c'est cet homme-là qu'on a entendu, qui n'a pas évidemment 93 ans à ce moment-là, mais qui doit en avoir peut-être 75, un truc comme ça, et ou un peu plus. Et qui me dit, il lance aussi un concours, et donc il me dit voilà, il m'invite à visiter cette église romane qui est très belle, qui date du XIe siècle, et qu'on découvre en descendant quelques marches comme ça. Et il y a le chœur de l'église, qui est à l'époque une sorte d'estrade en bois, comme on a dans les vieilles écoles, et sur lequel il y a un autel posé dessus. Et lui, ça fait quelques années qu'il officie dans cette église-là, et il se dit, mais le chœur n'est pas au niveau de l'église. Et il me dit surtout, c'est une église, comme beaucoup d'églises, dont les portes sont ouvertes du matin au soir, toujours ouvertes. Et donc, il y a des visiteurs qui passent là, alors des croyants évidemment, mais des non-croyants, d'autres confessions, des touristes de passage, etc. C'est sur la route du chemin de Compostelle, donc voilà. Donc beaucoup de gens passent, et il me dit, et parfois je vois des gens qui traversent le chœur sans sentir, sans percevoir que c'est un endroit particulier, croyant ou non croyant. Et donc, il lance ce concours pour d'abord redessiner l'autel et l'ambon qui est le pupitre dans les églises. Et comme ils n'ont pas d'argent pour payer le concours, ils disent on veut pas faire travailler les designers, et donc on va juste inviter les designers à nous raconter ce qu'ils voient, leur vision, ce qu'ils imaginent. On veut pas qu'ils prennent des heures à dessiner des équipes, etc. Ce qui est brillant comme façon de faire. Et donc ils nous invitent, on est 3 ou 4 retenus, et on doit présenter le projet dans l'église. Putain, les boules. Et donc, vous êtes debout à la place du curé, et donc, il y a devant le curé qui est là, le directeur des monuments historiques, la spécialiste des églises romanes, bah, tout un tas. Et donc, prenez la place du prêtre, et sans maquette ni crayon, vous devez raconter ce que vous voyez pour faire ce chœur. Et je leur dis que ce chœur va être en fait comme une sorte de pierre qui émergerait du sol, et c'est ce qu'il évoque un peu là dans le message qu'il a laissé, c'est-à-dire que il y avait évidemment cette question, comment faire une intervention contemporaine dans une église ancienne sans que ça fasse pastiche, sans qu'il y ait une espèce de truc, une grève qui ne prenne pas. Et donc je me dis, on va inverser le truc, on va faire comme si finalement ce que je crée était déjà là avant l'église. Et comme si finalement il y avait un immense rocher qui émergerait du sol, et qu'une main hypothétique de Dieu prenne l'église et dire. Et donc je leur raconte ça comme une histoire, comme une parabole qui pourrait être. Et le mec des monuments, le mec des églises romanes me dit, c'est très beau parce que c'est très roman comme façon de parler. C'est tout à fait l'esprit roman. Je dis. Oui, mais pourquoi? Et il me dit parce qu'en fait, les architectes romans étaient très sensibles à l'énergie tellurique, donc l'énergie qui vient du sol, du sous-sol. Et les scientifiques l'analysaient comme un magnétisme. Les croyants pensaient que c'était une énergie divine. En tout cas, ils étaient tous d'accord pour dire il y a une énergie qui vient du sol et du sous-sol. Et il me dit à ce moment-là, les églises romanes ne sont jamais placées au hasard. Elles sont placées par rapport à des points telluriques forts dans le territoire.
Je dis, bah, évidemment, c'est pour ça que je l'avais fait. Pour ça. Et là, le prêtre prend le truc, il dit, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que cette grande pierre, ça me rappelle la parabole de Saint Jean. Pierre, tu es sur cette pierre, et c'est à partir de cette pierre que je construirai mon église. Un truc comme ça. Jésus qui dit ça à un moment. Je dis, bien sûr, Jacques. Tout à fait. Je voulais y faire allusion, mais je voulais pas insister dessus, car j'étais conscient on avait tous repéré la référence. Et donc, il y a des projets comme ça, où il y a une espèce d'intuition, mais c'est même pas un truc d'intuition ou d'inspiration ou de je sais pas quoi. Je pense que c'est des choses qu'on a tous en nous. Et à un moment, quand on a une idée, on s'écoute et on a l'idée qui sort, il y a toujours une logique. Et je sais pas si tu as fait gaffe, mais il parle du choix de la pierre qu'il y a eu et du choix final qui est sur du marbre de Namibie. À un moment, effectivement, une fois qu'on avait dessiné cette espèce de grande chose-là, venait la question de la pierre. Quelle pierre on prend? Fallait pas qu'elle fasse trop luxueuse, pas funéraire, pas salle de bain, etc., etc. Et donc, pour des choix purement esthétiques, je choisis le marbre de Namibie, qui est très peu veiné, qui est un peu cristallin comme du sucre, etc. Donc, pour un choix purement esthétique. Et je sais pas, 5-10 années après, je croise quelqu'un, on parle du projet, et je lui dis, c'est du marbre de Namibie. Ah, il me dit, putain, ça c'est fort. Je dis, pourquoi? Il me dit, la Namibie, c'est le point le plus tellurique du globe. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Je peux te dire un truc? Ça dépend. Tu veux qu'on sorte? On est à la bourre. Moi aussi, je t'aime. Bon, donc j'ai jeté quelques cartes. Pour pas Moi, je parle trop, pardon. Non, pas du tout. Mais tu m'envoies le prêtre et tout ça. Donc, au départ, en fait, il y avait une histoire de Jeux Olympiques. Il faudrait qu'on réserve un petit peu de temps. On n'a plus le temps d'en parler. Ouais. On a failli ne pas le faire, mais bon, il faut bien le faire quand même. Donc, du coup, j'invite Sahar à nous lancer une petite vidéo, s'il vous plaît, pour introduire ce sujet. Merci. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu j'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandes. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandes. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous
Bravo. Attends. C'est pas la fin, hein. C'était pas la fin, c'est juste Non. c'est juste pour marquer le coup, quoi. Montrer qu'on était des vrais supporters. Je suis venu avec un petit cadeau. Comme à Bayonne. Un sac de yoga. Je n'ai pas marqué les points, là. Pardon, monsieur, vous parlez? Je suis venu avec un petit cadeau. Oh. Tu la mets? Je la mets. Ouais. J'ai vu que tu étais un peu maniaque, donc je préfère que ce soit toi qui la mettes. On bouge? Allez, on se casse. Bonjour, messieurs, dames, bonjour. Bon, alors là, ça, j'ai l'impression de recevoir Gustave Eiffel un peu. Ça vous fait pas ce truc? Quand on voit ça, quoi, c'est un peu impressionnant, je trouve. J'ai une première question, en fait. Au moment où elle décolle, t'es où? Je suis sur la terrasse du musée d'Orsay. En fait, tu as tout le protocole avec Tony Estanguet, les équipes, les VIP qui sont proches de la Tour Eiffel, là où, en face de Céline Dion, là où elle a chanté, et là où il y aura les discours, etc. Et moi, je veux pas être là-bas parce qu'évidemment, je sais que la vasque olympique, elle est pas là-bas. Donc tout le monde pense qu'elle va être autour de la Tour Eiffel. Je sais qu'elle n'y est pas, et donc je me mets là parce que là, j'ai une vue plongeante sur les Tuileries, juste en face de la vasque. Est-ce que tu sais pas si elle va décoller, en fait? Ah, on espère quand même un peu. Mais non, on sait pas. T'es quand même le seul mec qui sait pas qu'elle va pas peut-être pas décoller. Enfin, il y a plusieurs choses. La météo, depuis, pas le premier jour, mais les premiers tests qu'on fait, on fait des tests en soufflerie de ce ballon, etc. Tout ça, évidemment, extrêmement confidentiel. Et on sait que notre pire ennemi, c'est le vent. On sait que la pluie va pas être une ennemie, mais le vent, si. Parce que le vent, en gros, ça peut être très dangereux au moment où le ballon décolle. Vous avez là, par exemple, Teddy Riner et Marie-Jo Perret qui sont là. C'est énorme, hein, le ballon. Le ballon, c'est 22 mètres de diamètre. 22 mètres de diamètre. Comme, je m'écarte. Non, parce que je sais pas s'il y en a de vous qui l'ont vu, mais 22 mètres, allez, je pars d'ici. On l'a pas travaillé, le truc, hein. Non. On aurait pu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est bon. Voilà. En gros, le ballon, c'est la salle. C'est gros, hein. Tu l'avais préparé, celle-là? Non. Je suis comme ça, moi. Dingue. Non, mais je pense que franchement, on vérifie qu'il y a des architectes peut-être ici. Voilà, je pense que c'est ça. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et donc, on avait dit qu'on sortait pas du champ. Pardon. C'était pour la démo. Et on a Thierry Reboul, qui est directeur des cérémonies, et Tony Estanguet. On a pris collectivement la décision de risquer, j'en conviens, mais de pas la tester. On est chaud, hein, on est à Paris, on fait pas des grandes conférences, mais on est chaud quand même. Et donc, mais non, mais parce que trop risqué, parce que tu peux te mettre au milieu de nulle part, dans n'importe quel point du globe, t'as toujours quelqu'un qui a un téléphone dans la poche et qui va faire une vidéo et qui va se dire, ah, c'est bizarre, on est quand même là, on est en mars 2024, il y a un truc avec du feu, etc. Donc, on teste tout séparément. On teste le ballon en soufflerie, sur des ballons banalisés, on regarde comment ça se comporte, etc. On teste la partie nacelle, parce que c'est une flamme un peu particulière, qui n'est pas une flamme faite de gaz, pas une flamme qui chauffe, en fait. C'est une flamme où on joue de la lumière, très haute intensité, des LED très puissantes, et au-dessus desquelles on va faire une brumisation, comme un brumisateur de salle de bain, mais des particules d'eau beaucoup plus fines, et puis des ventilateurs habilement placés qui vont faire danser ces particules d'eau autour de la lumière. Et c'est ça qui donne l'effet de flamme. Et donc, vous avez tous compris? Je peux le répéter une deuxième fois. Ouais, tu peux répéter pour des mecs comme moi. Et donc tout ça, on le teste, on sait que ça marche, etc. Mais en fait, le seul moment en fait où on le teste, c'est le 26 juillet 2024, devant quelques milliards de personnes. Donc évidemment, on n'emmène pas large, on suit les vitesses de vent parce que, comme je l'ai dit, c'est notre pire ennemi.
Et donc oui, quand il y a Marie-Jo Perret qui était designer qui arrive, moi j'ai un écran de contrôle, je suis sur la terrasse du musée d'Orsay, et je me dis par exemple ça met une plombe à décoller là, pourquoi ça décolle pas là, la vache. Non mais je dis mais ce qu'ils arrivent, ça s'enflamme déjà, bon ça s'est enflammé. Paf. Alors, évidemment il y a un passage d'une vraie flamme de la torche à une fausse flamme, etc. Mais ça me paraît une éternité. Avant qu'elle décolle, je me dis attends c'est mort, il y a un problème, il y a un truc, il y a des poulies, des trucs, on n'a pas testé. Hein, bon, ouais. Et puis après tu la vois qui bouge un peu, de machin qui monte là, et tu vois Teddy Riner, le géant, il est comme ça, le ballon il fait la salle, tu vois. Et j'ai à côté de moi ma fille de 15 ans qui fait partie des très rares personnes à être dans la confidence de ce que sera la vasque olympique. Donc elle sait que c'est un ballon évidemment, elle sait que ça va décoller. Elle sait à quel moment ça va décoller. Et elle est juste là à ma gauche, je m'y revois encore, et le ballon commence à décoller, on le voit à quelques centaines de mètres. Elle fond en larmes. Mais pas la petite larme du monsieur tout à l'heure qui regarde sa femme se réveiller le matin. Tu ramasses Christophe, c'est Christophe là, c'est Christophe. Il faut absolument qu'on aille boire un coup avec ce monsieur quand même parce qu'on a... Tu ramasses Christophe, t'as voulu faire le malin. Voilà, c'est un peu la star de ce soir quand même. Oui, c'est la star de ce soir. Voilà. Il en fallait une. On en aura une on seconde. Lui lance la balle, on en a repéré une autre là, oui. Mais un pleur, tu vois quand je parlais de noyau profond tout à l'heure, des pleurs qui viennent de très loin, une espèce de truc comme un enfant, des spasmes, truc vraiment très fort. Et donc je la prends dans mes bras, mais je me dis mais yes, c'est ce que je voulais en fait. C'est ça que je voulais faire, pas faire pleurer ma fille, mais que les gens se disent pas waouh la puissance de la France ou qu'est-ce qu'ils sont intelligents ou qu'est-ce que non, c'était que individuellement on arrive à aller toucher des gens. Alors ceux qui adorent les Jeux Olympiques, c'est facile. J'aurais pu faire un feu avec des bûches, ils auraient pleuré parce que c'est les Jeux Olympiques. Bon, j'exagère un peu, mais vraiment les passionnés. Je parle des vrais passionnés. Mais tous les autres, et en France ils étaient nombreux, même les plus réticents, moi c'est là-dessus que je me focalise en me disant comment tu vas chercher ces gens-là. Comment? Parce que les JO, oui, c'est du sport, mais c'est une espèce de chose qui dépasse tout ça. Et comment par l'émotion et individuelle, parce que c'est rare de pleurer collectivement, mais comment individuellement tu vas chercher ce truc-là. C'est la transcendance. Et tu rejoins un peu la transcendance. Yes. Tout ça est cohérent. Et c'est un peu un gros médicament. Au point où on en est. Non mais si on veut... Ouais, allez, allons-y. Alors, bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on gagne ce projet. Imagine que chacun se pose la question. Donc là, t'es où? T'es quoi? Qu'est-ce qui... Allô, monsieur, on voudrait... Allô, vous êtes nombreux, comment ça se passe? Je vous la fais courte parce que je peux tenir 2 heures rien que là-dessus. Ouais. C'est pour ça. C'est possible. Ouais, je vais essayer. Attends, j'ai quelque chose à te dire avant. On est à la bourre. Ah, ok. Je t'aime aussi. Fin 2022, coup de téléphone du comité olympique, Joachim Ronsin qui gère le design de Paris 2024. Monsieur Lanneur, bonjour. On ne sait pas encore, mais si on lance un concours sur la torche olympique, et potentiellement la vasque, est-ce que ça vous intéresse? Déjà? J'aime pas les concours. Mais là, à domicile, bon... Oui, je le ferai. Bon. Et on reçoit du coup, début décembre, cahier des charges. Cahier des charges qui, en grande partie, c'est Paris 2024 qui se présente, ses valeurs, ses ambitions, sa philosophie, ce que vous voulez. Et puis, quelques éléments un peu techniques, mais très très peu en fait. Sur la torche, on vous dit, une torche doit faire entre 60 et 70 cm de hauteur, pour être visible évidemment, mais, truc auquel on pense pas, pour pas brûler les cheveux des athlètes. Et si tu fais une petite comme ça, t'es content? Ah oui. Toi, t'as couru? Non. Pardon. Et donc, faut qu'on se reconcentre. Il faut qu'on se reconcentre. Ouais, faut qu'on se reconcentre. On va reprendre. Ouais. On peut relancer le film du début sur la magie. Et donc, qu'est-ce que je disais? Rien. Et donc, on a 3 semaines. Ouais. Moi et les autres, les 10 autres qui sont sélectionnés. On a 3 semaines pour dessiner
la torche olympique, le chaudron du relais qui est une sorte de petite vasque qui va suivre le relais depuis la Grèce jusqu'à Paris, et qui est allumée tous les soirs, et la vasque olympique. 3 semaines pour ça. 3 semaines. Ouais. On était à la bourre. Bon, ils étaient à la bourre. Ils le savaient. Pour plein de raisons, mais voilà. Donc, en gros, et ils comptent là-dedans les vacances de Noël, parce que bon, ils s'en foutent. Hein. Voilà. Donc moi, c'est 15 jours, parce que j'ai quand même prévu d'aller au ski. Bon, voilà. Et donc, très court, mais moi, ça, j'aime bien. Et donc, je dessine la torche olympique que je base, pour la faire vite, sur l'idée d'égalité, parce qu'il y a une sorte d'égalité, pour la première fois de l'histoire, égalité athlète homme et athlète femme, première fois de l'histoire. Pour la première fois aussi, égalité de traitement, si je peux dire, entre les Jeux olympiques et paralympiques, qui vont se succéder à un même niveau d'ambition, de communication, etc. Donc cette idée d'égalité va donner la forme symétrique à l'objet. Et l'objet devient symétrique comme l'élément visible de l'égalité. Et puis et insuffler là-dedans l'idée aussi d'eau, parce qu'évidemment on sait déjà que la cérémonie sera sur la scène, que l'eau va jouer un rôle important de par la cérémonie, de par aussi que la torche va partir en Martinique et Guadeloupe, va prendre l'océan, que entre Paris, la Seine-Saint-Denis, qui est un autre site très important des JO, il y a la Seine. Donc, l'eau, c'est un des fils rouges de tout ça. Et donc, c'est ce qui donne les ondulations en partie basse de la torche. Et donc, je dessine tout ça comme je fais à chaque fois. Attention, tu vas te brûler là, hein, c'est pas le bon côté. Bon. Et comme je fais à chaque fois, je ne fais qu'une proposition. Une proposition. Alors, le concours autorisait, si vous voulez faire 5, 6, 10 torches, voilà. Et là, j'ai montré qu'une torche, qu'un chaudron et qu'une vasque. Mais ça, enfin, c'est vrai pour les JO, mais je le fais à chaque fois parce que. Il n'y a qu'une solution pour toi. Avant d'en trouver une, je passe comme tout le monde par plein de possibilités d'itération, mais je n'en défends qu'une. Je défends celle dans laquelle je crois. En fait, je le fais, on en a parlé beaucoup tout à l'heure, mais je le fais comme un médecin. Si ton médecin, tu viens le voir parce que tu as des douleurs au foie et qui te dit, écoute, j'ai des comprimés rouges qui sont pas mal, qui sont à sucer, j'ai des capsules vertes, c'est bien aussi, c'est différent mais c'est bien aussi. Je vais dire, attends, docteur, vous êtes l'expert, j'ai un symptôme, vous me donnez le truc qui marche, basta. Et donc, c'est ce qu'ils font évidemment, et donc ils te donnent un truc. Donc, moi, j'ai toujours fait ça. Statistiquement, on pourrait considérer qu'en présentant une versus en présentant 10, tu minimises tes chances. Je pense, en tout cas d'expérience, que c'est l'absolu contraire. Il y a une force quand tu arrives avec, bam, un truc. Et c'est ça que tu vas défendre. Et donc, je présente évidemment la torche olympique. Ça leur plaît parce que ça incarne des valeurs évidemment qu'ils voulaient communiquer. Et le chaudron aussi. Et le moment de la vasque. Et donc je pose sur la table du jury, ils sont une vingtaine comme le premier rang là, et je leur propose de faire une vasque olympique volante. Ils l'ont jamais demandé, hein, évidemment. Ils ont dit, enfin dans le cahier des charges, c'est une vasque olympique, comme vous savez, c'est un objet souvent monumental, parfois de forme évasée, qui va accueillir une flamme en son top toute la durée des Jeux. Toi, lorsque tu travailles la réflexion là, qu'est-ce qui fait que avant d'aller chez eux pour leur dire c'est ça? C'est quoi qui t'inspire? Moi, pareil, je prends pas de dessin, pas de crayon. Je me dis, mais comment je peux susciter de l'émotion? Comment je peux montrer un truc merveilleux, mais qui ne soit pas qu'une débauche de technique ou de choses un peu crâneuses? Comment je fais en sorte que l'objet va être visible de partout? En tout cas, du plus grand nombre d'endroits possible. Une fois que tu mets tout ça, déjà tu te dis, bon, alors j'ai deux solutions. Ou je fais une tour immense, pour que ce soit vu dans n'importe quel point du globe, ou en tout cas de la capitale, ou je fais autre chose. Faire la plus grosse, c'est pas toujours le jeu le plus intéressant. Et donc, tout ça se mélange. Et donc, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'église. Je me dis, mais pourquoi pas un truc qui vole? Pourquoi pas un truc qui vole? Et donc, une fois que tu as un truc qui vole, bon, le ballon arrive assez vite. Et c'est après, en fait. Et c'est après, en me disant, bon, on fait quelques montages, quelques photomontages en images, on met ce ballon au-dessus de Paris, on se dit, mais il y a une évidence, en fait. Il y a un truc naturel
d'avoir un ballon comme ça dans le ciel de Paris. T'as la Tour Eiffel, je me souviens à l'image, on a la Tour Eiffel à droite, t'as le ballon, t'as le Grand Palais tout illuminé à gauche. Tu te dis, en fait, c'est fait pour marcher ensemble, les deux, là. Mais lors du concours, tu sais pas que ça se passera aux Tuileries ici, vous savez déjà? Non, je sais pas que c'est aux Tuileries, absolument. Je sais pas que c'est aux Tuileries. Et du coup, c'est au moment où j'essaie de me dire, mais il faut quand même que je trouve des arguments pour défendre, parce que c'est un peu pauvre, juste de dire, je vais faire une vasque olympique volante parce que c'est marrant. C'est là où je me dis, il faut que je regarde. Donc je me plonge dans l'histoire des ballons. Et en fait, je découvre que les premiers ballons, on est en 1783, je ne sais pas à l'époque, j'ai pas assez après, c'est en France. C'est à Versailles. Donc, la première fois qu'un humain de cette planète a volé, réellement, c'est en France. Non mais, c'est pas rien. C'est les recherches des frères Montgolfier, c'est quelques années après les recherches des physiciens qui font ce qu'on appelle les premiers ballons captifs, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une flamme qui chauffe l'air, c'est un ballon qui est fermé avec un gaz plus léger que l'air, ça peut être l'hélium, l'hydrogène, il y en a d'autres. Et ensuite, toutes ces recherches-là, elles sont testées aux Tuileries. Donc je me dis, mais en fait, et je vais leur raconter aussi comme ça, comment l'objet doit être visible de partout, et puis et comment ça reboucle avec toute l'histoire des inventions, qui est une aventure extraordinaire évidemment parce que c'est le vol, et en plus française. Et puis il y a un dernier truc qui vient boucler l'histoire, c'est que et je le verrai de mes yeux au moment de l'allumage de la première torche, c'est qu'en fait, à chaque nouvelle édition des Jeux Olympiques, tu allumes ta première torche à partir des rayons du soleil. C'est-à-dire que tu as une cérémonie qui est à Olympie, donc dans les ruines d'un stade. Tu as des femmes en longue robe blanche, comme ça, en longue toge, et qui vont orienter une sorte de miroir parabolique, qui est gros comme ça, tout en miroir, vers le soleil. Et donc les rayons du soleil vont converger dedans et enflammer quelques petites brins de paille qui sont juste là, parce que dans la chaleur, ça allume, et c'est là qu'on vient allumer. Et donc en fait, la flamme, ce qu'on appelle le feu sacré olympique, c'est un feu qui vient du soleil. C'est les rayons du soleil qui l'ont allumé. Et donc, l'idée aussi pour moi, ensuite, du ballon, et faire que ce ballon décolle tous les soirs, et idéalement au moment du coucher du soleil, c'est de se dire, bon voilà, le soleil a filé son énergie pour allumer la première flamme, il y a ces milliers de kilomètres, ces dizaines de milliers de relayeurs, et ensuite, à la fin de l'histoire, on ramène la flamme vers le soleil. On est à la bourre. Ouais. On a la bourre. Il y a une anecdote qui est drôle, c'est Reboul, c'est ça? Lorsque tu viens présenter le... Thierry Reboul? Ouais. Dans le jury? Ouais, quand il te dit, ok, donc... Alors oui, parce que donc Thierry Reboul, directeur des cérémonies, il a géré toute cette complexité des cérémonies, c'est quelqu'un de brillant, de très créatif, de très audacieux, mais il doit faire en sorte que tout marche. C'est lui qui fait quand même Bien sûr, bien sûr. C'est lui qui a été mandaté par Tony Estanguet pour choisir les Je le dis parce que parfois il y a des clients qui sont audacieux et qui osent, et ça fait du bien, quoi. Ah non, mais ça c'est vrai. Et un projet comme celui-là qu'on voyait s'élever dans le ciel ne peut pas exister si t'as pas quelqu'un qui dit on y va. On y va. On y va. C'est risqué, mais on y va. Quelle est sa remarque? Et donc on est devant le jury. Je pose l'idée de la vasque olympique volante. Je lui raconte tout ce que je viens de vous raconter. Il me dit, ça fait rêver, hein, ça fait rêver. C'est beau, c'est vrai que tout ça, ça fait sens, ça fait rêver. Je baisse les yeux parce que je m'y replonge, tu vois, il y a la feuille. Ouais, vas-y, ouais. Et il dit, et il dit, comment vous imaginez pour la flamme, là, monsieur Le Hanner? Parce que vous me disiez que bon, vous aimez bien l'idée que ce soit 60 mètres de hauteur, au-dessus de Paris. Si j'ai bien compris, il n'y a pas de pilote. C'est un ballon qui ferait 22-30 mètres de diamètre, chargé d'un gaz, on ne sait pas encore lequel. Et donc on a un feu, mais ça va? Ça va? Non, c'est poétique, mais enfin on peut quand même rester raisonnable. Et je te jure, là, je me dis en quelques secondes, laisse tomber, c'est mort. C'est mort. Et là, je me dis, putain, pourquoi j'ai pas fait une deuxième proposition? Avec tes conneries de médecin, là. Je me dis, qu'est-ce que tu peux être con? T'aurais pu faire une torche et deux vasques. Où tu vas pas. Et ah non, je me dis c'est mort. Donc j'essaie de me dépatouiller. Je lui dis je pense que avec des tubes flexibles comme une sorte de grosse durite. Je te jure, je dis ça. Qu'est-ce que t'aurais fait toi? T'es marrant toi. Viens la prochaine fois.
Ah, lui dit, ouais, facile. T'es comme ça, tu vois, t'es comité olympique. Bon. Je dis, ouais, on va emmener le gaz à 60 mètres de hauteur, et puis il va se consumer là-haut. Je dis, ouais. Vigie pirate, en plus, en ce moment, c'est pas un problème. Bah ouais, flamme à 60 mètres, un tube flexible de gaz qui amène le gaz à 60 mètres, là-haut, ça brûle. Bah ouais, carrément. On appelle la préfecture de police, on leur propose direct. Je dis, c'est mort, non, c'est vrai, c'est mort. Et en fait, je sens que c'est pas complètement mort parce que ils se foutent pas tous de ma gueule, en tout cas moins que vous là. Et en fait, le truc que j'ignorais à ce moment-là, c'est qu'ils étaient déjà en relation avec EDF. Et EDF, ça faisait déjà quelques années qu'ils travaillaient d'arrache-pied pour développer une technologie capable de produire ou de reproduire une flamme de façon absolument décarbonée, donc sans combustion, sans gaz, etc. Ce que évidemment j'ignorais et ce que Thierry Reboul n'ignorait pas. Et donc c'est là où dans sa tête, il se dit bon, il est poète mais il est un peu couillon le hanneur, mais si on le met avec EDF, ils ont sûrement un truc à faire ensemble. Et donc le lendemain, il m'appelle, il me dit voilà, asseyez-vous, c'est avec vous qu'on va faire les 3 objets, mais on n'a pas de temps à perdre. Il faut que vous rencontriez EDF demain matin pour essayer de voir si tout ça est possible. Là, ils t'appellent, ils te disent allô, c'est toi. Ouais. Incroyable, non? Et je lui dis mais pourquoi? Ah oui, tu dis bah, pourquoi? Merci, mais pourquoi? Et il dit la torche, machin, l'histoire, l'égalité, truc, machin, super, on a l'objet, baba. Mais il me dit mais la vasque, il me dit ça va être chaud, je sais pas où on va. Je sais pas si c'est possible. Tu lui as dit moi non plus. Je sais pas si c'est possible. Et pendant toute la durée du projet, honnêtement, en tout cas pendant 3/4 du projet, il y a Tony Estanguet qui me dit régulièrement, on fait tout notre possible pour que ça marche, mais on n'est pas sûr. Il faut que tu prépares, Mathieu, un plan B. Tout ce que t'aimes. Je dis bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, Tony. Mais t'as pas fait. Non. Pas fait. Bon. Alors là, je crois que ça craint. Ouais, ça craint. Du coup, où en suis-je? Conclusion. T'as plus de notes, de toute façon, il n'y a plus rien. C'est parti en... chaque fois je les jette, tu sais, mais... Ah non, oui. mais juste un truc, c'est que tu parlais de Thierry Reboul, effectivement, des gens comme ça qui sont clés parce qu'ils ont... Ah, tu combles le temps, ouais. Non, merci. mais oui. Non, mais c'est important. C'est cool. Non, c'est important parce que ça, c'est un truc qui nous concerne tous. C'est que il y a des gens effectivement comme ça qui non pas qu'ils sont fous, mais ils se disent on va essayer de donner la chance à cette idée-là. Mais j'ai un autre exemple où on a une réunion très importante au musée du Louvre parce qu'on est en train de voir si ce serait possible, dans le cas où ça fonctionne, de l'installer aux Tuileries. Parce qu'on serait dans la perspective royale en plus de pyramide du Louvre, Vasque olympique, Arc de Triomphe, etc. Donc c'était l'endroit idéal. Et donc je me souviens d'une grande réunion avec la présidente du Louvre, Laurence Descartes, qui est là, et entre autres son directeur de la sécurité. Et on présente le projet qui n'est pas encore du tout abouti, les grands principes, etc. Comment ça devrait pouvoir marcher. Et en gros, si on n'a pas le Louvre, le projet il est un peu mort parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits qui peuvent nous accueillir. On a quand même besoin de dégagement, etc. Et moi, je guettais du coin de l'œil, non pas la présidente du Louvre, mais son directeur de la sécurité. Le directeur de la sécurité du musée du Louvre, je peux imaginer que c'est pas le mec le plus détendu qui soit. C'est pas le genre à dire ouais, c'est bon, on va trouver une solution, ça va, c'est jouable. Pas hyper. Et je vois que je sais pas, il a pas un mauvais mood, quoi. Il est très sérieux dans son rôle, mais pas un mauvais mood. Et finalement, on apprendra que c'est OK, on peut le faire, etc. Donc, toute l'histoire ensuite que vous connaissez. Et je recroise ce directeur de la sécurité quelques mois après, par hasard, aux Tuileries. Je vais le voir. Et je lui dis, je me souviendrai toujours de cette réunion, et je me souviens, vous regardez et voir que vous sembliez vouloir que ça se passe. Et il me dit, je vais vous faire une confidence. La réunion se passe, tout le monde s'en va, et la présidente du Louvre va voir son directeur de la sécurité. Monsieur le directeur de la sécurité, est-ce que vous pensez que ce truc est possible? Et il lui dit, et c'est lui qui me le confie, la question, Madame la Présidente, c'est pas est-ce que c'est possible, mais c'est comment on va le faire. Et donc c'est lui qui bascule ce truc oui, non, non, la question c'est pas oui ou non. La question c'est oui. Maintenant c'est comment on va faire pour
effectivement implémenter ce oui. C'est pareil, si quelqu'un comme ça, pour X raison, dit trop risqué, évidemment que c'est risqué, trop de population, trop grand, on ne sait pas ce que ça peut se passer, etc. Le projet, il s'arrête, il meurt, fini. Et pas de vasque. Enfin, en tout cas pas comme ça. Il faut y penser à ce monsieur de la sécurité. Je suis obligé de choisir 2 dernières questions. Mm-hmm. Tu me promets que les réponses seront courtes? Je te jure. Ok, donc la première qui me paraît importante, tu as vu cet air sérieux que je prends là? Dans le monde actuel, en fonction des urgences climatiques, hein, pas la peine de les décrire, ça craint. Je ne vais pas parler du reste, hein, puisque c'est autre chose. Et les bouleversements technologiques. Est-ce que le designer va avoir un rôle dans tout ça? Est-ce que tu penses que le designer a un rôle dans tout ça? Évidemment. Évidemment. On a collectivement contribué à créer un 7e continent de plastique qui flotte entre 2 eaux dans l'océan. Bien sûr. Il est fait de quoi, ce continent de plastique? Il n'est pas fait d'idées. Il est fait de flacons, il est fait de vêtements, il est fait de brosses à dents, il est fait de bouchons, il est fait de bouteilles d'eau, etc., qui sont à un moment passés entre les mains des designers. Bien sûr, bien sûr. Donc, naturellement qu'on a une responsabilité. Bien sûr. Ensuite, ça se joue sur de multiples paramètres. Ça se joue sur la matière que tu utilises, ça se joue sur la quantité que tu produis, ça se joue sur la provenance de ta matière, ça se joue sur la durée de vie de ton produit. Donc il y a tout un tas d'aspects, mais qu'une grande partie des designers ont aujourd'hui intégré, qui est là, qui fait partie de ton cahier des charges, quand bien même il ne serait pas écrit sur celui de ton client. On n'est plus en train de faire des conneries. Si tu peux, bien sûr qu'on fait des conneries, bien sûr qu'on fait des conneries. Mais la verticalité qu'on évoquait, c'est aussi la décision que j'ai prise. C'est que si Evian m'appelle en me disant mais dessine-moi une bouteille en polyéthylène, je pourrais faire la plus belle bouteille du monde, elle sera en polyéthylène a priori. Et elle finira sans doute dans le 7e continent a priori. Donc c'est là où tu dois te positionner sur est-ce que j'y participe, est-ce que j'y participe pas, est-ce que j'essaye d'y participer, mais une fois dedans, j'essaie de changer. Il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de truc qui ferait qu'on dormirait tous parfaitement bien en disant j'ai la conscience absolument nickel. On avance au mieux. Alors, nous pour prendre cet exemple-là, sur la vasque, tu voulais une réponse courte, mais là je vais me lancer dans une demi-heure de réponse. Mais on avait fait en sorte que tout soit démontable depuis le début. Voilà, tout devait absolument disparaître. Le ballon disparaissait, l'hélium est recyclé, une start-up venait de se créer, qui allait recycler pour la première fois l'hélium, pour que l'hélium soit réutilisé dans les hôpitaux, tout était prêt. Finalement, elle reste. Alors, on s'est dit, on a bossé comme mais vraiment, pour faire en sorte quasiment que chaque vis, voilà. Donc, pourtant c'est une pièce unique, c'est un peu plus simple, etc. Mais c'est des choses, oui, que les designers, que les architectes, ont intégrées. Ok. Deuxième question, si on devait te donner une carte blanche aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais faire? J'aimerais faire un truc que j'ai a priori pas fait. Déjà. Non mais une école, c'est un truc qui m'intéresse. Une école, ça m'intéresse. Moi, j'étais un étudiant et un élève qui s'est pas mal ennuyé et qui était pas mal en réaction, voilà, contre, avant même que le prof ait parlé ou le maître ait parlé. J'étais plutôt contre, parce qu'il y avait une sorte de tentative de conditionner. Effectivement, tu dois être assis face à ta table, et droit et machin, et t'es enfant ou t'es adolescent, ton corps il dit il faut que je bouge là, il faut que... et tout ce qui est mis en place va à l'inverse. Donc, je crois qu'il y a plein de façons et parfois simples de pouvoir changer sans faire une tabula rasa de tout ce qui a été fait, mais
tu vois, on se parle là depuis 2 heures, ou depuis 1h30. Un cours, c'est souvent 1h30, 2 heures, etc. T'as vu ce que nos corps ont eu besoin de faire? Moi, j'étais comme ça, après j'étais comme ça, après on s'est levé, après on s'est machin. Tu vois, notre corps a besoin de ça. Et à l'école, c'est pas possible. Il suffit, par exemple, je prends un exemple tout bête. On met sous toutes les chaises une chaise pivotante. Voilà. On fait une chaise pivotante. On sait faire aujourd'hui une chaise pivotante. C'est pas très compliqué et pas beaucoup plus cher qu'une chaise à 4 pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux suivre mon cours, je suis comme ça. Voilà. Ça n'a pas gêné grand monde, mais je relie davantage mon corps et mon esprit. Donc, c'est des sujets qui, en tout cas, je crois que c'est des enjeux absolument cruciaux aujourd'hui, l'école. Bon, messieurs, dames. Oui, on a une mauvaise nouvelle. Voilà, la DP8 va s'achever. J'espère forcément que le spectacle vous a plu. Moi, j'ai bien aimé. Tu m'as pas demandé, mais je... J'ai une question à te poser. Ça t'a plu, la discussion prévue? J'ai adoré. Ah. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? De me dire que je suis un peu frustré que ça s'arrête. Alors, je suis censé vous dire que nous espérons tous, et moi le premier, que la discussion privée numéro 9 existera. Vous dire que je ne sais pas avec qui encore, donc si vous avez des idées, Mathieu m'en a déjà soufflé quelques pistes pour l'année prochaine, donc vous serez les bienvenus, hein, puisque c'est comme ça que ça se passe. Vous avez vu, je suis en amont un peu, là je suis un petit peu à la bourre, mais bon, j'ai déjà envoyé quelques pistes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu 7 hommes et 1 femme. C'est pas... Ah, je savais qu'il fallait pas que je finisse comme ça, mais globalement, c'est parce que c'est plus difficile de vous convaincre. Vous m'avez pas cru, mais pourtant c'est vrai. Ensuite, donc du coup, je voulais vous dire que l'année prochaine, nous aurons l'occasion de fêter les 40 ans d'Odos, une petite boîte toulousaine qui est fière de vous dire que l'année prochaine, elle fêtera ses 40 ans. Vous serez invités, voilà. Vous dire aussi... Vous dire aussi que c'était un très grand plaisir de te recevoir parce qu'on n'est pas grand-chose sur cette planète. On apprécie chaque petit moment. Là, ça fait depuis 13h13 que tu es arrivé, pétante. Et que, je sais pas, il est 23h et ça fait donc tous ces moments, ces minutes ensemble où, encore une fois, on ressort grandi d'une situation, de l'humilité que tu portes. On était avec Fabien pour dîner tous les trois. J'avais l'impression d'être rempli de simplicité. Vous m'avez pas mal chambré. Voilà, c'est pas cool ça d'ailleurs. Mais bon, j'ai trouvé que ce moment était important. J'espère que les partenaires ont fait profiter soit leurs équipes, soit leurs clients, leurs amis comme nous ce soir. Toute l'équipe a fait profiter d'un moment exclusif, comme je le disais, d'un homme remarquable. Voilà, tout ça pour des Toulousaines et des Toulousains remarquables. Je vais décevoir Mathieu parce que nous avions prévu des questions pour le public, mais là, on est hors jeu. J'aime bien être à l'heure et là, je suis pas à l'heure, je suis pas très à l'aise. Donc, du coup, je vous embrasse à tous. Pour les questions, ça sera les réseaux sociaux. Il répond à toutes les questions sur les réseaux sociaux. Merci à vous. À l'année prochaine. Ciao, ciao, ciao.